plus asymétrique que, en fait, on n'a pas le même regard sur l'un comme sur l'autre. Véran, on va dire, oh, c'est Le Pen, faut pas s'énerver, c'est Mélenchon, ils exagèrent toujours. Alors qu'un responsable de parti de gouvernement, il fait une erreur sur un chiffre, il a 6 mois de campagne de presse. Ah ben vous n'avez pas travaillé vos dossiers, vous êtes loin du réel, vous ne connaissez pas. Et donc en réalité, l'asymétrie rend le combat extraordinairement difficile. Et dans ce contexte-là, il va falloir mobiliser les bonnes volontés, parce qu'après il est trop tard, hein, quand les partis populistes prennent le pouvoir, ils le rendent quand même rarement. Donc il faut faire attention à tout ça, et c'est ça qui est l'enjeu. Imaginer de faire des alliances entre un parti de gouvernement et un parti populiste, c'est une folie. D'ailleurs, à chaque fois que les partis de gouvernement l'ont fait avec les partis extrémistes, ça s'est plutôt assez mal terminé pour eux. Donc, comme l'histoire de l'humanité n'est pas une page blanche, on a le droit de regarder ça. Ça, un petit bonheur de se retrouver ici quand même, surtout après de telles interventions. Je voudrais simplement vous dire que nous allons débattre exactement dans le processus inverse de ce que vous avez eu pour la première table ronde. La première table ronde, on est parti d'un sujet, la transformation, et naturellement avec l'intelligence artificielle, de voir dans chacun des exemples comment cette transformation pouvait être exercée. C'est-à-dire qu'on avait le sujet du mouvement et chacun dans son propre. C'est d'abord de se dire que le leadership, il est structuré quand même, quand on prend tous les experts, tous les bouquins, tout ça, il est quand même structuré autour de 3 piliers très importants qu'il faut. Il y a tout ce qui concerne la perspective, l'horizon, le cap, la stratégie, la destination, la perspective. Ça, c'est grosso modo là où on va. Dernière phrase d'Hernani, une force qui va et qui sait où elle va. La vision, ça c'est un pôle. Le deuxième pôle, c'est le chemin, c'est la mise en mouvement pour atteindre cette destination. La mise en mouvement, la transformation, l'action, le chemin, l'opérationnalité. Tout ça, les équipes à manager, tout ce qui concerne cette mise en mouvement. Et puis troisième pilier, la culture. Le lien qu'il y a dans le groupe pour faire ce chemin. Le lien qui vient d'en haut, le lien qui vient d'en bas, le lien qui vient de l'histoire, toutes les formes de lien, le groupe, le lien, la cohérence dont on a parlé tout à l'heure, l'harmonie, etc. Donc ce sont les 3 piliers. Ensuite, il faut naturellement se mettre, et ça a été dit à plusieurs reprises tout à l'heure, ce mot contextualiser, c'est-à-dire les circonstances. Le général de Gaulle disait que l'essentiel de l'action se bâtit sur la circonstance. Parce qu'au fond, des actions de leadership, il y en a des milliers. Des comportements de leadership, il y en a des centaines. Et au fond, la circonstance détermine exactement l'utilisation. C'est pour ça qu'on va partir de vos circonstances pour remonter à la substance. Parce qu'au fond, on dit un bon leader, c'est quelqu'un qui sait bien parler. Oui, mais un bon leader, c'est souvent quelqu'un qui sait bien se taire. Un bon leader, c'est quelqu'un qui sait rassembler. Oui, mais un bon leader, c'est aussi quelqu'un qui sait faire une rupture. Tout dépend un peu du contexte et de la situation. D'où le diagnostic partagé, tout un certain nombre de choses qu'il faut qu'au fond, on voit la boîte à outils et en fonction des 3 piliers, on prend les outils dont on peut avoir besoin. Donc ce sont les 3 piliers sur lesquels on va essayer de regrouper un peu, notamment, les vers de l'action. Conseil aux élèves de l'ESCP, surtout aux jeunes, aux moins jeunes, que vous vouliez être leader ou ça vient de quelqu'un qui a fait sup de coach Jean Josas. Hein. Voilà, personne n'est parfait. Ce que j'essaie de transmettre pour mes enfants, c'est à notre époque, le sujet numéro 1, c'était le chômage. Hein. Ensuite, c'est devenu le climat, ça l'est encore, et puis plus récemment, c'est la géopolitique. Donc, comment est-ce qu'on évolue dans un monde comme ça, aussi incertain, aussi hybride? On voit qu'il y a des cycles. Il y a des cycles courts, il y a des cycles longs, et en réalité, tout est cyclique. Et donc, ce qui va mal aujourd'hui ira mieux demain, ce qui va bien aujourd'hui ira moins bien demain, etc. À chaque fois qu'il y a un clash comme ça, c'est créateur d'opportunités. Qu'on soit salarié, qu'on soit patron, qu'on soit entrepreneur, c'est une occasion de saisir des opportunités. Pour les saisir, je pense qu'il faut quelques qualités. Il faut laisser parler ses émotions, suivre son intuition, être extrêmement agile, ne pas avoir un schéma de pensée fermé et être fondamentalement curieux.
sur tout, sur les gens autour de vous, sur la vie, sur l'économie, voilà. Il faut être curieux, parce que c'est ça qui permet ensuite de saisir ces opportunités. Je vais vous donner une anecdote. Parce qu'on a réuni justement notre premier leadership team il y a quelques années, j'ai distribué à chacun une copie d'une œuvre d'un artiste suisse qui s'appelle How to Work Better. Et parmi les 5 conseils de comment est-ce qu'on fait pour mieux travailler, la première c'était apprendre à écouter, apprendre à poser les bonnes questions. Participant au quotidien dans les décisions. Et donc du coup, cette notion de participation, elle n'est pas factice, elle n'est pas du tout en gros de surface, c'est pas une participation juste artificielle. En fait, on est participant parce qu'on doit prendre des décisions au quotidien, donc on confie des tâches à des gens assez rapidement, en leur faisant confiance par défaut et en assumant l'échec et l'erreur éventuelle et la correction dans le temps. Donc c'est vraiment l'investissement dans le leadership. Mais le pendant, et peut-être qu'on aura le temps de développer tout à l'heure, c'est de se dire, c'est le leadership, mais c'est la culture. Et donc du coup, les 3 points, moi, résonnent très fort pour se dire que un leadership visionnaire qui incarne une vision et qui la clarifie, mais aussi une culture d'entreprise qui fait qu'on arrive à opérer et à donner du pouvoir de décision aux intervenants au quotidien et de multiplier les décisions. Et donc du coup, c'est un ensemble de choses, et pas juste un leader visionnaire. Est-ce qu'on peut dire ce qu'un grand philosophe du XXe siècle disait, on a tous en nous quelque chose de Tennessee? Est-ce qu'on peut penser on peut dire qu'on a tous en nous quelque chose de leadership? C'est-à-dire que dans une équipe, il y a forcément quelqu'un qui est, quand on regarde les 30 verbes du vocabulaire, on se dit que chacun est capable d'avoir une part pour peu qu'il est bien contextualisé, pour peu qu'il soit encadré, etc. Mais au fond, est-ce que le leadership, tout le monde peut y avoir accès? On doit mettre en place, quelqu'un disait tout à l'heure, tout le monde sait tout dans l'entreprise tout de suite. Ben, si le dirigeant n'est pas exemplaire, ça se voit tout de suite. Être humble, une façon de le calculer aussi, de le mesurer en tout cas chez nous, c'est on regarde l'ancienneté du leadership team. Le leadership team, en France par exemple, on est 9000, on a à peu près 200 personnes dans le leadership team. Sur les 200, on doit en avoir facilement une 50aine qui ont plus de 10 ans d'ancienneté dans l'entreprise. Ça, au XXIe siècle, je pense que ça dénote le fait que les choses sont saines, elles sont équilibrées. Et puis après, sur le savoir-être par temps de tempête, là, c'est là où je pense on révèle le leader, c'est-à-dire que les équipes comptent sur vous pour les rassurer, pour prendre les décisions difficiles. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on paye un patron, c'est pour prendre les décisions compliquées et difficiles, pour garder la tête froide dans la tempête, pour garder le cap. Et donc c'est par temps de crise, et aujourd'hui les crises elles sont multiples, elles sont mensuelles dans n'importe quelle entreprise, elles arrivent tout le temps, et c'est là où je pense que les équipes vous regardent un peu comme le phare, et où il faut faire ses preuves en tant que leader. De transformer, donc finalement, plus largement, d'évoluer dans un monde instable. Alors ça peut être sans doute l'océan. Moi je serais mort de trouille sur un bateau qui honnêtement. Quand il s'agit d'aller sur un monde instable, là c'est plutôt la lettre C. D'abord, évidemment, le collectif. Et le collectif, c'est-à-dire qu'il faut faire un plan, savoir ce qu'on veut faire, mais en tirant parti de toutes les contributions. Ce plan, il faut tout prévoir, et puis ensuite, il faut savoir que, évidemment, la première victime de la guerre, c'est le plan, et que rien ne va se passer comme ça, mais si vous avez un plan, alors votre esprit va être capable de trouver la bonne recette au bon moment. En tout cas, dans tout ce qui est combat, c'est comme ça que ça se passe, c'est absolument essentiel. Le deuxième point, c'est compromis, parce que tout ça est quand même une affaire de compromis. C'est compromis entre le fait de viser un succès de long terme, mais de savoir par moment aller chercher un gain, un succès de court terme. C'est le compromis entre évidemment le fait de permettre à tous les gens qui travaillent avec soi d'être reconnus et de déployer leur génie propre, de leur laisser de la liberté, et puis quand même de ramener tout le monde vers un objectif commun. Le compromis entre la souplesse pour s'adapter aux circonstances et puis
le fait, la détermination à aller chercher son objectif de long terme. Et puis dernier point, comprendre notamment dans l'économie, c'est peut-être les compétiteurs, les concurrents, dans l'armée c'est les ennemis, vraiment comprendre pourquoi ceux qui sont en face font ce qu'ils font. Et là aussi je ne voudrais pas revenir à une actualité immédiate, mais évidemment, il me semble que les Américains n'ont pas du tout compris qui étaient les Iraniens ni pourquoi ils se battaient. Et je pourrais revenir sur des tas de sujets au Sahel, en Afghanistan. Je pense qu'on n'a pas fait l'effort de comprendre qui on avait en face de nous. C'est très facile de traiter tout le monde de terroriste. Et ça, le problème, c'est que ça vous interdit de comprendre qui vous avez en face de vous. Et donc, vous avez déjà perdu. Voilà. Et d'ailleurs, on est parti du Sahel, on est parti de l'Afghanistan et on est parti du Levant. Donc, et je pense que les Américains sont déjà partis en quelque sorte. Voilà. Donc, voilà quelques réflexions sur le leadership. Dans ce que vous dites, en général, il y a un point qui est très important. Qui sont des valeurs difficiles, mais qui sont des valeurs qui entraînent énormément de joie. Donc c'est vrai que les valeurs que moi j'applique au quotidien, c'est le courage. C'est parce que ça demande énormément de courage de prendre des décisions difficiles. On en parlait un peu plus tôt tout à l'heure dans le panel. On parle d'altruisme. Alors, le mot américain est selflessness. Moi je trouve que l'altruisme répond un peu à ce que selflessness veut dire, c'est-à-dire l'idée que l'intérêt collectif est plus important que l'intérêt individuel. Il y a beaucoup de joie, il y a beaucoup de satisfaction dans ça, et ça veut dire aussi savoir mettre son ego de côté. Et on a parlé un peu d'ego un peu plus tôt aussi dans la journée, et je trouve que c'est intéressant de savoir mettre son ego, de mettre l'intérêt collectif devant l'intérêt individuel dans une démarche qui suit une vision. Donc je pense que ça c'est des valeurs qui sont des valeurs à promouvoir auprès des plus jeunes. L'inclusion, on a parlé de la diversité. Et je pense qu'on a besoin de beaucoup de réflexion, on a besoin de se faire challenger, on a besoin de se faire bousculer par des points de vue différents. Tout ça, c'est des notions importantes. Et puis une qui est importante que j'ai entendue quasiment pendant tout le panel sur l'IA, c'est le jugement. C'est qu'en fait, il faut construire un jugement qui soit dans l'anticipation, qui soit construit préalablement, qui soit nourri par l'intelligence artificielle, par les points de vue des individus autour de soi, mais garder une forme d'indépendance d'esprit dans un moment où l'ambiguïté est partout, où en gros les points de vue sont agressifs, sont partagés, sont sur la place publique et sont sur des réseaux sociaux en permanence. L'indépendance d'esprit, moi c'est quelque chose que je... Merci, bonjour à toutes et à tous. Alors, pour replacer les choses peut-être dans leur contexte, je voudrais faire aussi le lien avec le sujet du panel précédent sur l'IA. En fait, vous avez dit un certain nombre de verbes et on pourrait avoir le fantasme de dire aujourd'hui qu'avec l'IA, tous ces verbes seraient relégués au passé. En définitive, on s'aperçoit bien que tous ces verbes restent, et on va le voir avec les différentes personnes du panel, plus que jamais au centre des enjeux de nos étudiants. Alors après, pour la destinée, vers où on veut amener nos étudiants à aller ? En définitive, on a beaucoup parlé d'IA, de futur, mais nous, ce que l'on veut aussi amener nos étudiants à penser, c'est la question de ce que l'on veut faire avec l'IA. On sait qu'on peut faire beaucoup de choses avec l'IA, et notre responsabilité demain en tant qu'éducateur, c'est de leur dire, attention, il y a le moment, en tant que leader demain, vous devrez aussi poser des limites à l'utilisation de l'IA. Il y a un mot qui est clé derrière tout ça, c'est la question de l'éthique. Déjà, je vais commencer par dire que je relativise tout. Je pensais avoir une vitesse d'exécution extraordinaire et en fait des vagues de 15 mètres et ça me fait tout relativiser sur mon expérience. Mais pour contextualiser Netflix et l'expérience de leadership chez Netflix, avant toute chose, c'est de dire que c'est une entreprise qui est née quand même dans la transformation, qui a pour ADN la transformation. On a commencé il y a plus de 27 ans à envoyer des DVD par courrier. Donc les réflexions tout à l'heure sur l'importance de la poste, tout ça m'a fait réfléchir. Et on a évolué, Netflix a évolué vers un lancement international vers 190 pays, une évolution vers le streaming, qui est un business qui n'était pas un business naturel au départ, une évolution à devenir en gros, commencer par être en fait un locataire de DVD, à ensuite produire du contenu international, produire dans plus de 35 pays, diffusé dans 190 pays. Donc c'est de la transformation au quotidien, basculer vers le business de la publicité
Et moi, mon expérience, c'est une expérience qui a commencé il y a 11 ans chez Netflix, donc en 2014, et très modestement, c'est de travailler dans un salon, tout seul, et d'imaginer ce que va être le lancement de Netflix en France, et d'imaginer ce que va être en gros ce changement pour les Français. Et puis en gros être très séduit par une idée toute simple qui est vraiment portée par la culture, qui est l'envie et la joie, parce qu'on parlait de joie à table tout à l'heure, on disait que la joie du leadership, c'est la joie de résoudre des problèmes, de se confronter à des problèmes très compliqués, mais collectivement, et de résoudre ces problèmes-là. Et de se dire, en gros, si demain c'était mon entreprise, qui je recruterais autour de moi, et quelle délégation est-ce que je donnerais à ces gens, plutôt que d'avoir un leader très surpuissant, et on en connaît des sociétés américaines qui ont des leaders charismatiques, visionnaires, qui portent des visions très très fortes, mais dont la délégation de pouvoir est quand même assez compliquée au quotidien. Donc déléguer, c'est compliqué. Et donc du coup, quand on opère dans 190 pays, ce qu'on essaie de faire, c'est qu'en fait, on essaie au maximum de donner la décision à des gens qui sont au plus proches de l'information et au plus proche de l'action. Et ça crée du coup un environnement où on est inspiré par une vision et on est aussi... Je voudrais simplement vous dire que nous allons débattre exactement dans le processus inverse de ce que vous avez eu pour la première table ronde. La première table ronde, on est parti d'un sujet, la transformation, et naturellement avec l'intelligence artificielle, de voir dans chacun des exemples comment cette transformation pouvait être exercée. C'est-à-dire qu'on avait le sujet du mouvement et chacun dans son propre... Il y a l'idée qu'un leader peut développer ses compétences. Nous, on peut amener nos étudiants à développer ses compétences, mais si elles restent invisibles, eh bien, ce leader ne sera peut-être pas un leader de demain et, en tous les cas, ne saura peut-être pas embarquer les personnes avec lesquelles ces leaders sont censés travailler. Donc, il y a cet enjeu aussi dans le processus qui est de se dire comment on va rendre visibles les compétences que l'on a développées, les compétences que l'on veut développer. Alors, ça pourrait être vu comme étant un processus très égocentrique, mais en définitive, on a besoin des autres pour le faire. Mais c'est aussi permettre aux autres de développer et de faire savoir quelles sont leurs compétences. On arrive à gérer l'impossible, que ce soit pour soi-même ou que ce soit dans le groupe, parce qu'on fait faire aussi aux autres. Comment vous analysez cette relation avec le dépassement? C'est très difficile parce qu'on vit, nous, dans l'incertitude constante. On évolue dans l'incertitude, tout change tout le temps. Donc quand je donne une consigne à mon équipage, elle va changer 50 fois dans la journée. C'est pas ma faute, c'est juste que la météo change, on a un problème technique, il y en a une qui se blesse. Par contre, on a toute une vision, vous parliez de vision, on a toute cet objectif commun qui est de franchir la ligne d'arrivée à Brest. Donc, il peut arriver tellement de choses tous les jours, et chaque jour il arrive plein de problématiques finalement. Mais comme on voit ensemble cette ligne d'arrivée à Brest, on gère les problématiques sur l'instant. Évidemment, on s'est préparé, on a essayé d'anticiper, on a travaillé sur toutes les pannes qui pouvaient arriver, mais ça ne tombe jamais sur celles que vous avez travaillées. Le leader, c'est une vision, c'est la mise en œuvre de cette vision, c'est le partage avec les citoyens. Et bien dans ces trois dimensions, nous a-t-il expliqué, le leader politique se retrouve aujourd'hui challengé, à la fois dans sa vision du commandement, il est challengé par le populisme, par la radicalisation, par le court-termisme, et le rôle du chef qui est remis en cause par la remise en cause de ce qu'on appelle la verticalité, la remise en cause des hiérarchies, avec cette impatience que l'on observe notamment dans les jeunes générations, et puis, et c'est sans doute le corollaire, la perte de notion de discernement et d'expertise. Mais surtout, on a aussi parlé du leadership et comment ce leadership est bousculé en cours de réinvention dans ce contexte de l'intelligence artificielle. Gwenaëlle Huette nous l'a dit, le leadership en 2026 s'exerce dans l'incertitude. Il faut accepter que les décisions soient prises malgré une information incomplète. Il faut accepter le risque qui devient une composante intrinsèque du leadership. Il faut faire des paris, nous a-t-elle rappelé.
Transformation, c'est à la fois plus de commandes, plus de risques, plus d'incertitudes, mais sans pour autant renverser la table. C'est d'ailleurs tout le paradoxe de cette transformation. Il faut à la fois faire des arbitrages permanents entre innover sans fragiliser l'existant, investir dans le futur, mais aussi savoir délivrer à court terme, transformer les métiers, mais sans désengager les équipes. Approcher de la réalité de la permanence du vendredi de Jean-François Copé, par exemple. Avant de nous quitter, que chacun, je vais déjà remarquer, on va s'adresser à Géraldine. Dites-nous ce qui serait le plus important sur le plan pédagogique, sur le plan éducatif pour vous, pour transmettre aux jeunes. Au fond, dans cette école, parmi les objectifs d'Henri et nous tous, ça, on a une idée quand même, c'est que si un jour, peut-être en classe de seconde ou de première, on avait un cours sur le leadership, ça ferait peut-être du bien aux jeunes têtes d'envisager ce que c'est de décider. Tout à l'heure, Benjamin faisait référence à la joie. Nous avons eu une discussion tout à l'heure. Quand j'étais ministre des PME, j'ai pris le journal de TF1 20h tous les jours et j'ai fait des extraits de tous les chefs d'entreprise qui s'exprimaient. Et il y en avait 82 qui sont exprimés sur une année à la télévision dans le journal de 20h. Il n'y en a pas un qui souriait. Il n'y en a pas un qui avait l'air heureux. Il se plaignait de la TVA, il se plaignait du prix de l'essence, il se plaignait de ceci, il se plaignait de ça. Il n'y a pas un qui dit, mais c'est bon de décider. Mais c'est bien d'être responsable. On tire sur... Et puis quand on voit les gens autour de soi grandir, on a des choix fantastiques. Quand vous réussissez à faire des choses, vous sortez un nouveau produit, vous réussissez à ce que les consommateurs signent un bon de commande. Mais c'est un bonheur. Bon, on peut raconter des trucs comme comment voulez-vous que les gens après ils aient envie d'aller vers ça si on a tous des métiers. La responsabilité, ça peut être un bonheur. Et c'est donc quelque chose qu'il faut pouvoir assumer. Et il y a quand même des grands bénéfices. C'est pour ça que je crois qu'il faut que les témoins soient très importants. Donc, vous pouvez dire, Géraldine fera la synthèse après. Peut-être qu'elle fera l'an-dernier pour dire ça. Mais vous vous adressez aux point ou aux jeunes, comme vous voulez. Et qu'est-ce qui vous paraît le plus important pour le leadership de demain, c'est pour les jeunes. Que ça vienne du leadership d'hier ou que ça vienne d'un leadership futur, peu importe, vous choisissez. Mais l'idée, quel est le message le plus important qu'on peut donner aujourd'hui à un prof au premier rang là? Il y en avait une autre là tout à l'heure. Bon, il y a un certain nombre de profs ici qui peuvent attendre.